Bien, nous allons commencer. Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Glenn Pierce, je suis le vice-président pour la partie médicale de la Fédération mondiale de l'hémophilie et c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour ce webinaire sur la COVID-19 et la vaccination pour les personnes souffrant de troubles de la coagulation. Nous avons un ordre du jour assez chargé avec différents intervenants qui vont nous parler des différents aspects de la COVID, mais je vais d'abord donner la parole à notre président, César Garrido, qui est le président de la FMH et il va faire donc, quelques remarques. César Garrido au micro. Bonjour, bonsoir à tous. Comme Glenn l'a dit, je vous souhaite la bienvenue à tous dans ce webinaire pour un thème de grande importance. Donc, la pandémie, nous voulons vous donner un peu plus de tranquillité et de confiance. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des doutes, des préoccupations. Donc, nous voulons vous rassurer et vous dire que les choses se présentent correctement. Nous avons de la chance. Nous avons des personnes à qui nous pouvons poser des questions, beaucoup de professionnels de bonne qualité qui peuvent nous aider. Donc, nous savons que certaines complications peuvent surgir. Nous allons essayer de surmonter ces complications et d'en apprendre davantage pour être sûr que nous pouvons donc nous faire vacciner et que vous pouvez vous faire vacciner sans crainte. Glenn Pierce au micro, merci beaucoup, César Garrido. Je vais d'abord vous parler un petit peu de notre organisation d'aujourd'hui pour ce webinaire. Bien, alors, la partie donc de l'organisation. Donc, ici, pour la traduction, hein, donc pour ceux d'entre vous qui nous écoutent à travers leurs ordinateurs ou leur téléphone, hein, je vais vous expliquer comment accéder au service d'interprétation en ligne. Si vous utilisez votre ordinateur ou une tablette, cliquez sur le bouton Interprétation, le petit globe, et sélectionnez la langue de votre choix. Si vous êtes sur un téléphone portable, c'est un petit peu différent. Vous voyez ici sur l'écran, hein, à la gauche, vous voyez les trois petits points qui sont en bas à droite de l'écran de votre téléphone portable. Hein, vous allez sélectionner le canal d'interprétation. Ensuite, vous pourrez choisir, hein, et c'est un iPhone hein, qu'on a ici. Vous allez choisir la langue que vous voulez écouter, donc le français, le russe, l'espagnol ou l'arabe. Et ensuite, vous devez confirmer la langue. Et attention, c'est important. Si vous ne confirmez pas, vous n'entendrez pas la traduction. Prochaine diapositive. Donc, à propos de ce webinaire d'aujourd'hui, nous voulons vous encourager à obtenir davantage d'informations sur la COVID et sur notre site hein, de la FMH, vous pouvez accéder à beaucoup de ressources. Vous avez aussi notre journal sur l'hémophilie. Vous avez plusieurs informations, documents, articles écrits ou enregistrés sur la COVID-19 par notre comité et par plusieurs personnes qui vont participer à notre webinaire d'aujourd'hui. Hein. Finalement, prochaine diapositive, nous avons aussi des informations additionnelles sur notre site, donc, hein, avec les directives de la FMH pour la gestion de l'hémophilie. C'est la 3e édition. Vous pouvez y accéder, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Hein. Voilà, nous allons commencer donc par donner la parole ou par faire, pardon, un petit récapitulatif de la COVID-19. Ensuite, nous passerons à l'épidémiologie des troubles de la coagulation, puis nous parlerons des variantes du COVID-19 et nous aurons la perspective de l'Afrique du Sud et concernant leurs variantes et les autres variantes qui sont apparues dans le monde. Ensuite,
Nous verrons donc les directives pour les personnes atteintes de troubles de la coagulation pour recevoir le vaccin de manière appropriée, le vaccin de la COVID-19. Ensuite, nous aurons un invité spécial de la FMH qui va nous parler de l'OMS qui va nous parler des vaccins et de leur distribution dans le monde. Voilà nos intervenants. Donc, je me suis déjà présentée. J'ai présenté Miguel Escobar. Miguel Escobar, donc, qui est médecin pédiatre et qui est à la FMH et qui est aussi le directeur du CIFH de Winston, Texas, et le président du comité de la CIFH. Ensuite, nous entendrons Cédric Hermans, membre du conseil de la FMH. Il est donc responsable du secteur hématologie. Il est aussi responsable d'un centre d'hémophilie en Belgique, à Bruxelles. Il est professeur, il a beaucoup écrit aussi. Il travaille dans le domaine de la recherche sur l'hémophilie. Il est aussi éditeur en chef concernant donc des travaux sur l'hémophilie. Ensuite, nous entendrons Johnny Malangou, qui est professeur en hématologie en Afrique du Sud, à Johannesburg. Il travaille aussi pour les services de laboratoires nationaux et il est professeur à l'université. Et Johnny est bien connu, hein, pour les recherches qu'il fait. Il a effectué une série de recherches cliniques dans différents domaines liés à l'hémophilie. Ensuite, nous entendrons le docteur Kasmarek Radoslav. Il travaille sur les gènes et sur la thérapie génique. Et Radik est aussi le président du comité d'accès de la FMH pour la fourniture et des produits liés à la coagulation. Et ensuite, nous entendrons donc leur représentante de l'OMS qui s'appelle Gina, qui va nous parler du programme et concernant les vaccins. Elle est à la tête de plusieurs projets concernant la distribution des produits dans le cadre de la pandémie et des vaccins. Elle est bien préparée pour nous expliquer comment fonctionne donc la distribution du vaccin de la COVID-19. Elle a beaucoup d'expérience dans les essais et les recherches concernant les vaccins et elle participe activement aux travaux et différents travaux effectués sur les vaccins, y compris dans les pays en voie de développement. Donc, nous lui souhaitons la bienvenue et je vais maintenant donner la parole à Miguel qui va nous parler du coronavirus et de ce que nous devons savoir à propos du coronavirus. Merci, merci, c'est un plaisir de fournir ces informations aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est de vous donner un petit aperçu de ce que nous savons jusqu'à maintenant. D'abord, je voudrais préciser quelques termes. On sait que le COVID-19 est une souche identifiée récemment de la famille des coronavirus. Il y a beaucoup de coronavirus qu'on connaît déjà, hein. Il y a eu le SARS en 2003, syndrome respiratoire aigu. En 2012, on a eu le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, aussi un SARS. Et donc, vous connaissez ce terme COVID-19, mais cette infection a été appelée COVID-19. Son nom officiel est SARS-CoV-2, hein, donc coronavirus 2, syndrome respiratoire aigu sévère. Hein, voilà, c'est ce que cela veut dire. Alors, d'où vient ce virus? Eh bien, selon les données que nous avons à notre disposition, nous savons que au début du mois de décembre 2019, il y a eu plusieurs cas de pneumonie à Wuhan, en Chine, et à partir de là, le virus s'est étendu dans le monde entier. Les premiers cas donc confirmés aux États-Unis l'ont été
en janvier 2020. Ici, vous voyez, et j'ai parlé déjà du COVID il y a un an, c'était au mois d'avril, et vous voyez ici le total de cas confirmés et rapportés, hein. Il s'agissait de 1,3 million et aujourd'hui, prochaine diapositive, nous parlons d'un total de 117 millions de cas, hein, en un an seulement, avec 2,5 morts, hein. Donc, vous voyez la diffusion, hein, l'extension de cette maladie, hein, avec le nombre de cas par pays. Voilà, alors qui sont les personnes qui sont affectées, le plus affectées par cette pandémie qui est très répandue? Il y a une série de catégories de personnes qui pourront être plus malades ou hospitalisées. Ici, vous voyez un graphique qui vient des États-Unis, qui est récent, sur lequel nous voyons que le groupe le plus âgé, plus de 65 ans, la courbe en rouge, sont les individus qui sont le plus souvent hospitalisés et qui sont les groupes dans lesquels il y a plus de mortalité. Ensuite, on a le groupe d'âge 50-64 ans et vous voyez que les enfants ne sont que rarement atteints de maladies sévères, donc, et ne sont pas beaucoup affectés par cette maladie. Alors, comment est-ce qu'on est donc infecté? Nous savons que ce virus passe d'une personne à l'autre à travers un contact, hein. C'est pour cela que l'on parle de 1 mètre de distance de séparation, hein, pour éviter donc la contagion. Si une personne tousse, éternue, cela suffit pour que le virus donc passe à l'autre personne en touchant une surface aussi qui a été infectée. Et la transmission présymptomatique, cela veut dire que beaucoup de personnes n'ont pas de symptômes mais peuvent porter la maladie quand même et être contagieux et la transmettre à quelqu'un d'autre. Bien. Alors, comment est-ce que cette maladie est transmise? Bien, à travers les petites gouttes d'eau que les personnes donc éjectent à travers leur bouche, leur nez, hein. Donc, si on est, ça peut être aussi à travers des aérosols, hein. Si on est dans une salle, on peut, ces petites gouttes vont circuler et vous pouvez les respirer et donc être infecté. Donc, si une personne est infectée et ne porte pas de masque, il existe cette possibilité. Et je l'ai aussi dit à travers les différentes surfaces que la personne aura touché à ce moment-là. Mais en général, la maladie passe par les aérosols ou les gouttes de salive. Alors, quelle est la population qui est en risque? Les personnes les plus âgées de plus de 60 ans. Ces personnes peuvent être malades, hein. Et les personnes qui ont aussi un problème qui sont immunosupprimées, ces personnes qui ont des maladies respiratoires, les personnes qui sont atteintes de diabète, de hypertension, cancer, maladies et rénales et sévères et problèmes cardiovasculaires et obésité également. Ces personnes sont donc plus sensibles, beaucoup plus sensibles à la maladie. Alors, quels sont les symptômes du COVID-19? Ces symptômes peuvent apparaître entre 2 et 14 jours après l'exposition au virus. Vous pouvez être infecté, hein, ça peut prendre un certain temps, mais vous pouvez transmettre la maladie. D'abord, manque de goût, perte d'odorat. Certaines personnes ont seulement des maux de tête et des douleurs corporelles. Certains ont une toux, de la fièvre, maux de gorge, difficulté à respirer et diarrhée, vomissements, nausées, etc. Alors, le COVID peut affecter tous les organes et cela signifie qu'une personne peut être malade, gravement malade. Cela peut affecter le cerveau, les reins, le foie, le pancréas, les intestins, la peau aussi. Il y a des patients qui ont des problèmes dermatologiques. Il y a aussi des cas de thrombose et dans les poumons, hein, thrombose pulmonaire, hein, et d'autres vaisseaux aussi peuvent être atteints de thrombose. Alors, lorsque vous êtes atteint, hein, si vous avez des symptômes, appelez votre docteur, expliquez-lui
quels sont vos symptômes. En général, les personnes ont une maladie légère et peuvent se récupérer chez elles sans complications, sans aller à l'hôpital. Mais il faut quand même connaître les signes qui doivent attirer votre attention et vous amener à appeler votre médecin. Donc, problème pour respirer, problème de pression sur la poitrine, confusion, difficulté à se réveiller et lèvres bleues. Donc, que faire pour éviter la maladie, pour éviter la contagion? Il y a beaucoup de recommandations, mais le principal, ce serait les 3 W en anglais, qui veut dire porter un masque, le premier W, vous assurez que ce masque couvre votre nez et votre bouche. Ensuite, attendre, toujours garder une certaine distance et se laver les mains. Le troisième W, se laver les mains ou se désinfecter les mains. Voilà, ce sont les 3 moyens d'éviter d'être donc infecté par le virus. Ensuite, est-ce que je dois être testé? Tout le monde n'a pas besoin de faire le test. La plupart des gens vont avoir une maladie légère, peuvent faire leur convalescence chez eux, mais il y a différentes indications pour le test. Si vous devez aller travailler, par exemple, si vous devez aller à l'école, à ce moment-là, il va y avoir, en fonction des pays, des recommandations qui vont être faites pour faire le test. Mais nous vous recommandons de demander d'abord à votre docteur qu'il vous conseille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire concernant donc les conseils généraux. Je vous remercie. Bonjour, je suis Cédric Herman. Je vais vous présenter des détails plus approfondis sur l'épidémiologie dans le domaine des troubles de la coagulation. Alors, certaines questions à soulever, c'est de savoir d'abord combien de patients souffrant de troubles de la coagulation ont développé le COVID-19 dans le monde entier. Deuxième point, l'incidence est-elle différente par rapport au reste de la population, mais également, une fois que ces patients ont développé la maladie, combien d'entre eux ont dû être hospitalisés ou être hospitalisés en soins intensifs ou ont eu besoin d'une assistance respiratoire et quelle a été leur évolution? Alors, de quelles sources de données dispose-t-on? Eh bien, tout d'abord, nous avons des données dans la littérature internationale. Il y a également de nombreux registres qui ont été lancés au cours de la dernière année. Certains d'entre eux donnent déjà des résultats intéressants. Je vais vous en montrer quelques-uns. Et puis, il y a mon expérience personnelle ici à Bruxelles, en Belgique. Donc, concernant la littérature, eh bien, nous avons des données donc, j'en partage quelques-unes ici avec vous. Nous avons des données de l'Iran. Une grande étude a conclu que l'incidence et la prévalence étaient même moins importantes, plus faibles chez les patients souffrant de troubles de la coagulation. Le taux d'infection, donc pour la population générale était de 5,4% et seulement 0 chez la cohorte de patients. Ensuite, il y a une étude réalisée également dans 2 études de Chine qui donnent à peu près les mêmes résultats. Et puis ensuite, à Madrid, on a observé que donc un moins grand nombre de patients souffrant de troubles de la coagulation, moins d'entre eux étaient affectés par rapport à la référence. Donc, même une prévalence moins importante en général. Nous avons également des données de l'étude Advance. Donc, c'est une initiative qui a été lancée il y a quelques années pour soutenir les études cliniques, le diagnostic épidémiologique de différentes comorbidités chez les patients souffrant d'hémophilie âgés de plus de 40 ans en Europe. Et nous avons décidé, donc, il y a quelques mois, de se concentrer sur la COVID-19. Et nous avons essayé de comparer le taux d'infection et les résultats
chez la population donc souffrant, population hémophile et la population non hémophile. Et nous avons donc regardé des problèmes, des questions spécifiques. Alors, je n'ai pas le temps d'y revenir pour l'instant, mais nous nous sommes concentrés sur les personnes de plus de 40 ans souffrant d'hémophilie A et B. C'est une étude rétrospective et prospective et l'étude est toujours en cours. Donc, vous voyez ici les dates de cette étude. Nous avons une partie rétrospective et puis une partie prospective qui s'étend donc jusqu'à la fin de la pandémie. Alors, vous avez ici l'indication que de nombreux centres dans l'Europe ont participé à ce projet. 25 membres, 16 pays. Et nous collectons donc des données grâce à l'ensemble de ces centres donc sur les infections de COVID-19 au sein de l'accord de patients hémophiles. Et puis ici, vous voyez quelques données préliminaires. Alors à gauche, vous avez le nombre total de patients hémophiles A et B, un total de 3700. Et à droite, vous voyez donc le nombre de patients admis à l'hôpital. 5 patients seulement qui ont été admis à l'hôpital. Et en dessous, vous avez donc 19 patients qui ont été diagnostiqués de COVID-19, mais qui n'ont pas eu besoin d'être admis à l'hôpital. Donc, ce sont des chiffres minimes. Hein. Donc, je crois que ces chiffres... alors, ces chiffres, peut-être, dans la réalité, sont un peu plus élevés, c'est possible, mais cela confirme ce que l'on a dit au début. Alors, concernant nos données locales, ici à Bruxelles, nous avons suivi 248 patients, pour la plupart de plus de 50 ans. Donc, 3 ont dû être admis à l'hôpital. Donc, tous avaient plus de 50 ans. 10 ont développé la COVID. Un patient a été admis en soins intensifs et 2 d'entre eux ont été hospitalisés sans être et ont survécu. Alors, pour ceux qui ont été admis à l'hôpital, le premier avait 54 ans, il souffrait d'une hémophilie A sévère, de multiples comorbidités, il a dû être placé sous respirateur et il est décédé. Nous avons ensuite un autre patient de 65 ans souffrant d'hémophilie B sans comorbidité qui avait été traité par une thérapie génique en novembre 2019. Il n'a pas été admis en soins intensifs et il a survécu. Et puis récemment, nous avons un autre cas, un patient de 80 ans, hémophile A sévère avec également la complication de facteur 5 Leiden, une fibrillation atriale sous emicizumab actuellement, il a survécu et il va très bien. Donc, conclusion, eh bien, je voudrais conclure en disant que nous avons des données limitées pour l'instant sur la COVID-19 au sein des patients hémophiles, mais je crois que les données qui sont actuellement en cours de publication le seront très rapidement. Et les données disponibles et mon expérience ne soutiennent pas l'idée que l'impact de la COVID-19 est différent chez la population hémophile. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. C'est un plaisir immense d'être là, ici, cet après-midi avec vous, à l'heure d'Afrique du Sud, pour parler des nouveaux variants de COVID-19 et notamment donc, les perspectives depuis l'Afrique du Sud. Je suis Johnny Malangou, je suis un hématologiste à l'hôpital Charlotte Mackay de Johannesburg. Donc, mes conflits d'intérêts. Donc, j'interagis avec des partenaires en matière d'essais cliniques. Voilà. Le programme pour les 10 prochaines minutes. Que savons-nous des variants de COVID-19?
Donc, c'est ça que je vais présenter. Et puis, les implications des variants donc, de COVID-19 sur le développement des vaccins. Et en particulier, je vais m'intéresser au variant B1351, et donc les données de laboratoire et clinique que nous disposons à ce sujet. Et puis, je vous donnerai mes conclusions. La question commune posée par de nombreuses personnes, c'est, et des professionnels également, c'est de savoir si les virus sont des organismes vivants. Eh bien, je vous rappellerai tout d'abord que la COVID-19 est composée de deux composantes. D'abord, la nucléocapside et ensuite l'enveloppe de protéines qui entoure l'acide nucléique. Et je tiens à rappeler qu'il y a également la protéine spike également, et puis une fine enveloppe. Donc, le virus est incapable d'existence autonome. C'est ça qui est important. Donc, il a besoin d'un hôte pour survivre. Et cela répond à la question finalement, est-ce que le virus est un organisme vivant? Probablement non, parce qu'ils ne vivent que lorsqu'ils sont hébergés chez un autre organisme vivant. Par ailleurs, notre propre génome, le génome humain, est compris de séquences virales également. Mais ce ne sont pas des virus qui sont vivants non plus, mais 8% du génome humain est compris actuellement de séquences virales. Alors, quelle est la principale fonction des virus? Eh bien, sa principale fonction est de se répliquer. Alors, pourquoi les variants se développent-ils? Eh bien, ils ne se répliquent que dans les cellules vivantes. Ils s'alimentent de l'énergie de l'hôte et de la machinerie dont dispose l'hôte. Et donc, c'est grâce à cela qu'il peut se répliquer. Donc, le génome viral produit de l'ARN messager qui se transforme en protéines virales et qui donc font partie donc des particules virales. Et c'est grâce à ce processus que des erreurs de réplication interviennent. Et cela fait partie de l'évolution courante des virus. Là, donc, ce sont des réparations qui interviennent et qui ne sont pas corrigées et qui donc impliquent la création habituelle de variants du virus. Et alors, la survie de ces variants dépend ensuite bien, de la sélection environnementale, de la pression atmosphérique, d'un ensemble d'indicateurs. Je voulais vous rappeler que dans la presse et chez les scientifiques, nous entendons parler sans cesse de variants. Il y en a de nombreux. Vous avez sans doute entendu parler du variant du Royaume-Uni, le B117, le variant de l'Afrique du Sud, le variant du Brésil, celui du Japon également, identifié pour la première fois en janvier. Et puis, il y en a d'autres aux USA, au Nigeria, en Australie, et puis surtout celui donc, du Royaume-Uni, le nouveau, est identifié en février. Alors, les mutations courantes sont surtout donc, sur le E484K. Et nous accordons donc une attention particulière à ces mutations parce que nous craignons que ces mutations donnent des fonctionnalités cliniques différentes à ce virus. Par exemple, donc la mutation E484K, nous savons qu'elle est associée à une plus grande survivance du virus. Alors, il y a d'autres
mutations telles que la N51Y, et les autres mutations peuvent augmenter, par exemple, la liaison du RBD au ACE2. Par exemple, le 614 ou le 681. Nous savons également que tous les variants n'ont pas n'ont pas les mêmes conséquences et donc ne suscitent pas les mêmes inquiétudes. Le variant du Royaume-Uni, le B117 et le P1 et également le B1351 sont ceux qui provoquent le plus d'inquiétude parce qu'ils provoquent un changement dans l'épidémiologie de la COVID-19, notamment donc le premier du Royaume-Uni qui a augmenté sa capacité de transmission, qui est passé de 46 à 72% plus transmissible. Si l'on regarde le variant d'Afrique du Sud, ce que l'on a observé, c'est une plus forte charge virale par rapport à la COVID-19 d'origine. Et concernant le variant P1 au Brésil, ce que l'on a observé, ce sont des cas de réinfection, c'est-à-dire que des personnes sont infectées plus d'une fois avec le même virus, ce qui est assez remarquable, assez particulier. Alors, diapositive suivante, voilà. Alors, la grande question que nous devons nous poser, c'est, sachant que nous avons déjà des variants, quels sont les vaccins qui seront toujours efficaces contre ces variants? Eh bien, je voudrais parler surtout donc du variant d'Afrique du Sud, comparé donc aux différents types de vaccins que nous disposons. Si vous regardez les vaccins avec ARN messager, Pfizer et Moderna, nous voyons qu'ils sont toujours efficaces contre ce variant. Ensuite, la deuxième classe de vaccins, les vaccins inactivés, Sinopharm notamment, nous observons une réduction de la neutralisation pour ce variant donc particulier. Ensuite, les vaccins avec une sous-unité de protéines, Novavax, nous observons également qu'il y a une réduction de l'efficacité dans la neutralisation de ce variant. Par exemple, l'efficacité au Royaume-Uni est de 89, alors qu'en Afrique du Sud, il est seulement de 49%. Ensuite, la nouvelle génération de vaccins, les vaccins à vecteur viral, AstraZeneca, Johnson & Johnson, nous voyons les mêmes résultats, c'est-à-dire une réduction significative de l'efficacité contre ce variant d'Afrique du Sud. Alors, si nous regardons les données in vitro concernant, encore une fois, ce variant B1351, ce qui apparaît, c'est que la majorité de ces vaccins sont plutôt inefficaces contre ce variant. Si l'on regarde notamment AstraZeneca, on observe une réduction qui va jusqu'à de 3 à 86 fois, c'est-à-dire que l'efficacité a été réduite a été divisée par 3 ou 4, de 3 à 86. Alors, Johnson & Johnson, nous n'avons pas de données, mais Moderna, nous avons également une réduction de l'efficacité lorsqu'ils sont utilisés in vitro. Pour Novavax, nous n'avons pas de données non plus. Alors, concernant les données cliniques, l'efficacité de ces vaccins contre le variant. Ce sont des données disponibles dans le domaine public
Et il est important, bien sûr, de faire la distinction entre la maladie moyenne ou modérée et les maladies sévères qui nécessitent une hospitalisation et qui entraînent parfois la mort. Eh bien, 57% efficacité du vaccin Johnson Johnson et 85% pour lutter contre les maladies sévères. Donc, nous avons assez peu de données. Seules les données de Johnson Johnson sont disponibles, mais on observe donc 85% d'efficacité contre les versions sévères de la maladie. Mais pourquoi la communauté d'Afrique du Sud a décidé d'abandonner le vaccin d'AstraZeneca et a commencé à vacciner plutôt avec Johnson Johnson? Eh bien, cela s'explique notamment par ces données cliniques. On voit une efficacité simplement de 22% du vaccin AstraZeneca. Alors, pour conclure, je dirais que je vous ai donné des données assez limitées sur il y a des données, des études qui sont en cours et dont nous attendons les résultats, mais qui nous informeront plus précisément sur l'efficacité des différents vaccins. Mais les études cliniques montrent que beaucoup de vaccins ont une efficacité moindre face aux variants d'Afrique du Sud. AstraZeneca réduit beaucoup son efficacité face à ce variant, Novavax également. Et contre les versions qui nécessitent une hospitalisation, seul Johnson Johnson montre une efficacité donc de 85% qui est donc très bonne. Et pour conclure, je voudrais simplement résumer ce qui doit nous guider à l'heure de mettre en œuvre un programme de vaccination durable dans des pays tels que l'Afrique du Sud. Outre les questions de sécurité et d'efficacité, qui sont des points très importants, il faut prendre en compte, dans le contexte économique actuel, il faut prendre en compte le coût des vaccins. Ensuite, la facilité de stockage et d'administration. Et puis, peut-être, élément très important également, si le vaccin nécessite une seule dose ou 2 doses, ou plusieurs. J'en resterai là et j'ai hâte d'écouter les présentations suivantes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Johnny. Bonjour, je suis Radek Kasparek. Je suis donc le président du comité CPSSA, fourniture donc de médicaments en général de la FMH. Et pour moi, c'est un plaisir de prendre la parole à propos du vaccin et pour les personnes atteintes donc de troubles de la coagulation. Je vais vous parler un petit peu des recommandations présentées dans le journal d'hémophilie, dans un article qui s'appelle Vaccination contre le COVID-19, justification, modalités, précautions pour les patients atteints d'hémophilie et autres troubles de la coagulation. Donc, ces recommandations ont été formulées par des membres du comité de sécurité et d'accès au nom de la FMH et du consortium européen et de la Fondation d'hémophilie nationale et de l'association européenne pour l'hémophilie et les troubles alliés à l'hémophilie, associés à l'hémophilie. Nous avons beaucoup encore de choses à faire avant de pouvoir dire qu'on a contrôlé la pandémie. Il y a 117 millions et quelques de personnes qui ont été infectées, avec plus de 2,5 millions de morts. Et au niveau local, les infections continuent. Donc, la seule manière raisonnable de conclure pour cette maladie serait la vaccination. Beaucoup de personnes s'inquiètent sur le vaccin. Certains de ces vaccins sont légitimes, d'autres donnent lieu à beaucoup de problèmes de mauvaises informations qui sont diffusées, mais voyons les faits. Alors d'abord, je dirais que le vaccin fonctionne et qu'il est sûr en général.
contre la plupart des variants. Hein. Cela a été démontré dans 10 millions de personnes et ça continue à être démontré. Le vaccin permet d'être protégé contre les infections données par le virus. Il met en place un système immunitaire qui permet de développer des anticorps contre le virus et qui permet donc de donner une protection contre l'infection donnée par le virus. Les individus atteints de COVID ont la même réponse de protection contre le virus avec suite à une série de complications qu'ils peuvent avoir, comme on vient de le dire dans les présentations antérieures. Je ne rentrerai donc pas dans le détail. Si vous regardez un petit peu ce que fait le vaccin, il expose le système immunitaire aux protéines virales du virus. Cela peut être fait en administrant des protéines virales recombinantes avec des informations génétiques qui codent ces protéines, qui s'appellent ANR messager, ou avec des virus qui sont préparés pour coder les protéines des virus ciblés. Donc, les 2 premiers vaccins approuvés sont des vaccins de ARNM qui, nous allons parler un petit peu plus de ces vaccins. Ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent donc le ARNM et il rentre dans la cellule des personnes vaccinées et va produire cette protéine et cela permet de donner cela au système immunitaire qui le reconnaît comme étranger et qui va produire une réponse. Et en général, cela se fait dans des cas d'infection naturelle. Hein. La technologie de l'ARNM qui est utilisée pour fabriquer ces vaccins a été étudiée pendant plus de 10 ans. C'est une technologie qui n'est pas nouvelle par conséquent et les dernières recherches nous ont beaucoup aidé à accélérer les recherches concernant le vaccin du COVID. Et on peut dire qu'avec ces vaccins de COVID-19 qui ont démontré leur efficacité. Hein. Alors, voyons un petit peu les recommandations pour les personnes atteintes de troubles de la coagulation. Je dirais que ces individus ne sont pas en risque, on ne court pas plus de risques hein, d'avoir des complications et par conséquent, ils ne sont pas considérés comme groupe prioritaire pour la vaccination. Quand ils sont malades et qu'ils sont acceptés à l'hôpital, ils sont admis à l'hôpital, ces personnes sont plus compliquées comme patients. C'est pour cela qu'il vaudrait mieux les vacciner. Un trouble de la coagulation ne devrait pas non plus entraîner un problème de vaccination ou une raison de refuser la vaccination. Il n'y a pas de raison de préférer ou éviter un type particulier de vaccin pour les personnes atteintes de troubles de la coagulation. En général, ces vaccins utilisent des virus adénosociés. Hein. Il est important de comprendre que l'adénovirus n'est pas lié au virus associé à l'adéno, ce sont des virus différents et l'adénovirus n'est pas utilisé dans la génothérapie pour l'hémophilie. Et donc, les personnes atteintes de troubles de la coagulation peuvent être vaccinées contre le Covid sans s'inquiéter de la génothérapie. Hein. Les vaccins contre le Covid n'utilisent pas de vaccin AAV hein, ou de vaccin VAA. Et si cela est le cas dans le futur, les personnes atteintes d'hémophilie qui veulent faire une thérapie génique devraient éviter ce type de vaccin basé sur le VAA parce que cela pourrait poser des problèmes et ils pourraient à ce moment-là ne plus participer à ces thérapies géniques. Le vaccin devrait être administré de manière intramusculaire. L'efficacité du vaccin contre la COVID a été démontrée avec donc cette piqûre intramusculaire. Elle doit être administrée comme cela. Hein. Pour minimiser le risque de saignement, les personnes doivent avoir un traitement hémostatique avant donc d'être vaccinées. Je vais en reparler. Dans la mesure du possible, il faut utiliser des aiguilles les plus fines possibles pour faire cette piqûre intramusculaire. Certains vaccins peuvent être administrés avec donc une série de combinaisons qui permettraient d'éviter tout problème. Hein. Donc,
peut être normal de sentir quelques douleurs 1 ou 2 jours après l'injection, mais c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. En cas de symptômes plus graves, il faudra se rendre au centre de votre quartier ou de votre ville. Recommandation numéro 3. Pour les personnes qui ont des réactions allergiques aux facteurs de coagulation de demi-vie étendue et aux concentrés, devraient parler des choix du vaccin avec leur médecin parce que certains vaccins contiennent un excipient qui s'appelle le PEG et les personnes atteintes de troubles de la coagulation qui sont allergiques aux produits sanguins, y compris les concentrés de facteurs plasma et cryoprécipités, mais qui n'ont pas eu de réaction à des vaccins préalables, n'ont pas davantage de risques que la population générale en ce qui concerne le vaccin contre la COVID-19. La FMH, c'est que beaucoup de personnes atteintes de troubles de la coagulation n'ont pas accès aux thérapies hémostatiques et ces personnes vont s'adresser au programme d'aide humanitaire de la FMH pour donc savoir ce qu'ils doivent faire et ils seront conseillés dans ce sens. Les personnes atteintes de maladie von Willebrand ou hémophilie sévère et modérée devraient donc prendre ou recevoir des facteurs 8 ou facteurs 9 après la piqûre. Il n'y a pas de preuve que cette vaccination augmente la formation de facteurs 8 ou facteurs 9, inhibiteurs de facteurs 8 ou facteurs 9, donc il n'y a pas de problème dans ce sens. En particulier, les vaccins contre les virus contenant des génomes ANR, comme le SARS-CoV-2, ne devraient pas augmenter la formation d'inhibiteurs, et en tout cas pas dans les modèles animaux qui ont été testés. En ce qui concerne les patients qui reçoivent un traitement à base d'emicizumab ou un facteur inférieur à 10% ne devront pas recevoir de facteur avant le vaccin et les personnes atteintes de von Willebrand devraient peut-être recevoir des thérapies. Il faudra consulter avec votre docteur. Toutes les personnes donc atteintes de troubles de la coagulation devraient être vaccinées et donc en parler avec les centres de traitement de leur ville. Il n'y a pas de contre-indication spécifique pour le vaccin concernant les complications de l'hémophilie et d'autres troubles de la coagulation. Par conséquent, les personnes qui sont sous traitement contre l'hépatite C, contre le VIH et autres peuvent être vaccinées. Il y a des conseils qui ont été publiés pour les personnes atteintes de réactions allergiques, notamment pour les recommandations et aux personnes de choses à faire avant le vaccin. Tout cela doit être discuté, bien sûr, avec votre docteur parce que cela peut changer en fonction de la population ou du pays. Recommandation numéro 7, la vaccination n'est pas contre-indiquée pour les patients prenant des agents immunosuppresseurs comme la cortisone et autres. La recommandation 8, pour les patients qui participent à des études cliniques, ils devraient en parler avec donc, les responsables et les chercheurs de l'étude. Et finalement, il est important de savoir que les centres de traitement de l'hémophilie, en collaboration avec les organisations de patients, informent leurs patients sur le vaccin et contribuent au programme de vaccination. Je dirais en conclusion que les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs et sont efficaces et permettent de prévenir l'infection. Les personnes atteintes de troubles de la coagulation doivent être vaccinées comme le reste de la population et le succès de la lutte contre la pandémie va dépendre de la vaccination du plus grand nombre possible d'individus dans le monde entier. Merci. J'en ai terminé et je vous remercie. Et je vais maintenant donner la parole au prochain intervenant. Merci beaucoup, Radik. D'abord, je voudrais remercier la FMH pour avoir invité donc un représentant de l'OMS à présenter un travail ici. Ça a été un plaisir d'écouter les autres présentations. Donc, je vous
remercie. Je veux aussi m'excuser. J'ai un petit problème de voix. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Prochaine diapositive. Bien, donc dans ma présentation, je vais vous parler un petit peu des vaccins du COVID-19 et de l'approche mondiale concernant la distribution de ces vaccins. Je vais vous parler aussi de la façon dont les choses ont fonctionné. Je vais vous parler de la distribution donc du vaccin au niveau mondial, des ressources qui existent dans chaque pays. Je vais vous donner des informations, un programme, je vais vous parler d'un programme de suivi. Prochaine diapositive. Donc, nous connaissons la maladie, les données épidémiologiques de la maladie. Nous savons qu'elle a affecté beaucoup de pays. Donc, je vous donne ici la situation mondiale actuelle. Et ce que je voulais dire, c'est que nous avons vu une petite tendance décroissante dernièrement, mais nous devons être prudents dans l'interprétation de ces données. Nous savons qu'il y a des vaccins qui sont disponibles, mais nous en sommes encore au début de la vaccination générale. Donc, nous devons continuer à appliquer les mesures qui ont été recommandées dans tous les pays pour éviter la contagion du virus. Bien. Donc, à propos du vaccin, au niveau de la politique, nous avons un nouvel ensemble de vaccins. C'est important de le dire, mais nous sommes encore dans une situation dans laquelle nous avons peu de vaccins et cela a été anticipé depuis le début de la pandémie et c'est pour cela que nous considérons qu'une approche coordonnée est nécessaire pour améliorer l'accès à ces vaccins dans tous les pays. Les produits doivent être de bonne qualité, bien sûr, et un bon niveau de sécurité. Peut-être que vous connaissez notre programme de qualification de l'OMS. C'est un programme qui existe depuis les années 90 et c'est un produit qui permet de distribuer ces différents produits avec un bon niveau de qualité. Donc, vous voyez ici ces normes de qualité qui certifient la qualité de ces produits et nous avons une procédure de liste d'utilisation d'urgence de l'OMS qui est utilisée en cas de procédure basée sur le risque. Et puis, à mesure que nous réunissons des données concernant la pandémie, nous pouvons améliorer cette approche. Aujourd'hui, nous avons 3 produits qui donc ont suivi et ces procédures ont été acceptées. Il s'agit de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, qui ont été produits dans 2 différents laboratoires. Le premier est l'Institut de Inde et l'autre est un institut bio en Corée. Et hier, les produits Johnson Johnson ont été approuvés par l'EMA et nous espérons qu'on pourra bientôt commencer à le distribuer à travers les équipes de l'OMS et autres. Voilà. Prochaine diapositive. Eh bien, donc si nous revenons maintenant à l'endroit où l'on peut trouver ces vaccins, il est important d'appliquer une série de choses parce que l'impact ne peut pas être obtenu si on travaille de manière isolée. Tous les pays doivent participer à ce système et vous le savez. Vous connaissez et on en parle beaucoup, mais c'est la vérité. Et donc, il est important de savoir qu'il y a un impact et que cela a un impact important, qu'il y a aussi des études qui ont montré tout cela et que certains pays vaccinent, le fait que certains pays vaccinent leurs citoyens et d'autres non, fait que cela complique les choses et
cela n'améliore pas la couverture, hein. Bien, si l'on sait qu'il faut qu'il y ait donc une approche coordonnée, hein, et en avril 2020, la communauté mondiale s'est réunie et a mis en place ce qu'on appelle l'ACT accélérateur, pardon. C'est un mécanisme mondial dont l'objectif est de mettre en place des mesures de lutte contre la pandémie et d'accélérer ces mesures à travers une distribution de ces produits. Donc, si vous regardez ici sur cette diapositive, vous voyez des chiffres avec 3 piliers qui correspondent au type de produits, vaccins, diagnostics et autres thérapies. Et en bas, vous voyez un pilier transversal qu'on appelle le connecteur du système de santé, et les activités dans ce domaine visent à s'assurer que les produits peuvent être distribués et qu'ils ne sont pas gaspillés. Donc ici, nous avons une série de parties prenantes qui participent donc au niveau de la société civile, organisations philanthropes, etc. Et cela permet donc de tirer profit des différentes parties prenantes. Notre objectif à la fin de l'année 2021 est d'avoir distribué 2 milliards de doses de vaccins au niveau mondial pour lutter contre la phase aiguë de la pandémie. Prochaine diapositive. Bien, maintenant, si on regarde un petit peu plus le vaccin, un des aspects des objectifs était de travailler sur une organisation qui s'appelle COVAX, hein. Donc, le but était de faciliter l'accès au vaccin dans tous les pays, et il est ouvert à tous les pays du monde entier, quel que soit le niveau de revenus de ces pays. Nous avons réussi à rassembler 191 donateurs. Les participants nous soutiennent également financièrement. Et nous offrons à nouveau donc ce soutien financier à 92 pays qui ont été sélectionnés pour cela via donc le dispositif COVAX. Les principes fondamentaux pour la distribution de ces vaccins, nous avons démarré un travail pour définir les règles d'attribution. Quelle doit être l'approche à adopter pour cette répartition. Donc, voici les principes fondamentaux. Ils sont indiqués ici. Le premier, c'est la solidarité. Il faut en effet unir nos forces pour lutter ensemble contre ce fléau. Deuxième élément, c'est la responsabilité. Il faut établir clairement les responsabilités, les rôles pour assurer une justice procédurale. Ensuite, la transparence pour encourager et créer la confiance. Ensuite, les produits doivent être offerts à un prix juste pour être accessibles à tous. Il doit y avoir également une approche collaborative et les produits, bien entendu, doivent être sûrs et répondre aux standards les plus élevés donc de sécurité. Le dispositif d'approvisionnement également doit être sûr et efficace. Alors, pour passer à la distribution des vaccins au niveau mondial, eh bien, l'objectif est de réduire la mortalité et de protéger avant tout les systèmes de santé. Nous avons vu déjà aujourd'hui que le virus a affecté plus que d'autres certaines populations. Donc, au départ, lorsque nous avons observé les données, nous avons, dès le départ, cherché à cibler les groupes à risque élevé, donc les personnes, donc les plus de 65 ans, et puis les personnes qui travaillent
dans les systèmes de santé qui doivent être protégés. Donc, pour de nombreux pays, cette population prioritaire représente environ 20% de la population de chaque pays. Donc, c'est l'objectif de cette première phase du dispositif COVID, de couvrir dans tous les pays ces 20% de la population. Ensuite, il est important de souligner que l'objectif de ce système est d'assurer une distribution juste et équitable au niveau mondial. Mais ce n'est pas une substitution au mécanisme individuel d'obtention des vaccins. Chaque pays doit effectuer sa propre analyse des risques et ensuite décider quelles sont les populations qui sont les plus prioritaires. C'est quelque chose que chaque pays décide. Pour prendre ces décisions, chaque pays peut lire donc les recommandations émises par l'OMS concernant donc les groupes à vacciner en priorité. Donc, ces informations sont disponibles. Vous pouvez les consulter en cliquant sur ce lien. Et puis, ce sont des indications qui permettent ensuite à chaque pays de prendre les décisions adéquates. Alors, concernant le cadre de distribution lui-même, donc, le seuil de 20% a été utilisé pour séparer les deux phases du mécanisme. C'est-à-dire que chaque pays doit, dans un premier temps, déterminer combien de vaccins ils vont avoir besoin. Et puis, cela part du principe également que tous les pays sont exposés et donc une réponse doit être apportée à l'ensemble des pays du monde entier, donc ce qui constitue bien sûr un défi considérable. Donc, nous avons décidé d'une distribution proportionnelle dans un premier temps, lors de la phase 1, jusqu'à ce que ce seuil de 20% soit atteint dans l'ensemble des pays. Donc, chaque pays va recevoir des vaccins afin de couvrir ces 20% de la population. Et puis, une fois que cette protection élémentaire, si je puis dire, dans tous les pays est atteinte, ensuite, une distribution supplémentaire débutera. Alors, cela ne signifie pas que les pays ne vont plus recevoir de vaccins, mais il y aura peut-être des différences au niveau de la distribution en fonction de quels pays ont déjà atteint, donc c'est 20%, quels autres ne les ont pas encore atteints. Donc, nous avons également défini des critères d'attribution pour la phase 2 pour continuer la distribution jusqu'à obtenir donc une couverture de 100%. Concernant alors, il est important de rappeler, donc les vaccins sont destinés au pays, mais il y a également une dimension humanitaire, destinée aux populations les plus vulnérables. Certaines situations qui dépassent les cadres réglementaires. En effet, certains pays doivent prendre soin de populations qu'ils hébergent. Et donc, en ce cas, le dispositif COVAX est en fait un moyen d'obtenir des vaccins en dernier recours pour faire face à ces situations d'urgence. Au début de la semaine, je crois que des données ont été publiées, mais ce qui est important de savoir, c'est que les vaccins ont commencé à être distribués. C'est vrai, mais
mais tous les pays n'ont pas encore commencé. Alors, il est important d'accélérer au maximum ce processus pour atteindre cet objectif d'une couverture à l'échelle mondiale. Il est important d'accélérer autant que possible ce processus de vaccination dans l'ensemble des zones du monde. Dernière diapositive. Je vous donne une idée des distributions qui ont été déjà effectuées par le dispositif COVAX. Alors, le problème que nous avons affronté jusqu'à présent, ce sont bien sûr les approvisionnements limités de l'ensemble des vaccins. Nous avons, en janvier, reçu des produits d'AstraZeneca, de Pfizer également, et puis donc voilà, nous les avons distribués comme suit. Et ici, vous voyez, pour chaque pays, quel pourcentage de la population nous avons pu couvrir. Alors, vous voyez ici que certains pays sont à peu près au même niveau et d'autres pays ont déjà une couverture importante. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que, comme on l'a vu au début, ce sont des pays très petits. Et on ne peut pas en faire des envois très réduits du fait de la taille minimale des envois. Donc, ils ont reçu des envois relativement importants qui représentent un pourcentage important par rapport à leur population. C'est la raison qui explique donc ces hauts pourcentages chez certains pays. Alors ici, on explique également les variations entre la couverture minimale, couverture maximale. Cela dépend des arrangements obtenus par les pays au sein du dispositif COVAX. Mais ce qui est important, c'est que la couverture en moyenne est encore très réduite. Donc, comme je le disais, il est important d'accélérer cette couverture au mois d'avril et dans les prochains mois. Et c'est ce que nous comptons faire via le dispositif COVAX. Alors ça, c'est un graphique qui est disponible sur le site de l'OMS. Vous voyez ici l'avancement de la vaccination à niveau mondial. Vous voyez à droite le nombre de cas, le nombre d'essais. Donc, c'est une bonne ressource pour avoir des informations actualisées. Vous pouvez toujours vous y référer régulièrement et puis suivre l'évolution de chaque pays, l'évolution donc du nombre de cas et de la vaccination. Alors, dernière diapositive, encore une fois, c'est un rappel des ressources disponibles sur le site de l'OMS qui vous donne une bonne indication de l'avancement de la pandémie et puis des systèmes de vaccination, des dispositifs de vaccination. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Iona, et également à vous et à vos collègues pour ces présentations très intéressantes. Nous avons beaucoup de questions, pas beaucoup de temps, mais j'aimerais essayer de passer en revue malgré tout le plus de questions possible. Alors, je demande aux orateurs de répondre aux questions. Et si vous avez, si un orateur répond à une question et puis quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter, n'hésitez pas, ce sera toujours intéressant. Je dirais que nous avons eu beaucoup de questions qui portent sur la sécurité des vaccins. Si l'on regarde il y a 300 ans, à l'ébauche de la science et des technologies des vaccins qui a permis d'améliorer, qui était au tout début des vaccins, la technologie, bien sûr, s'est considérablement améliorée. Mais je crois que peut-être ce n'est pas la bonne question à poser. Enfin, en tous les cas, j'aimerais avoir la réponse de l'avis de nos intervenants d'aujourd'hui. Qu'en est-il de la sécurité des vaccins et de ce débat autour de la sécurité?
Il me semble important ici, c'est ce que nous savons jusqu'à présent sur ces vaccins. Il semble qu'ils sont tous efficaces et sûrs de manière égale. Ils sont extrêmement efficaces pour diminuer le taux d'affectation et la mortalité. Je crois que c'est la seule chose qu'il convient de souligner. Alors, les personnes vaccinées peuvent toujours être infectées, mais on observe pour tous les vaccins une réduction très importante de l'infection et puis des décès. Oui, c'est un point important. On peut effectivement être infecté, certes, mais de manière beaucoup moins grave. Et pour certaines personnes qui sont vaccinées, certaines personnes ne développeront même aucune infection. Donc, je crois que à l'issue de ces essais, nous ne pouvons que conclure que ces vaccins sont sûrs et très efficaces. Question sur l'administration sous-cutanée. Effectivement, il y a un problème concernant les injections intramusculaires chez les personnes hémophiles. Alors, comment prendre des précautions pour empêcher les saignements? Alors, si on a accès à des facteurs de coagulation, sans doute que c'est la meilleure manière d'empêcher ces saignements. Mais concernant l'injection sous-cutanée et les vaccins sous-cutanés, qu'avez-vous à ajouter sur ce point? Ayona, est-ce que vous avez des informations sur les vaccins sous-cutanés? Ayona, allez-y. Il y a de nombreux produits en développement. Alors, je vais en fait mettre un lien dans la boîte de discussion pour que vous puissiez accéder à des informations. Oui, moi, Johnny, au micro, j'allais faire le même commentaire pour les pays en développement qui ne sont pas encore au courant. Je peux vous donner des sources d'informations. Il est important de donner à notre public des informations sur ce que nous savons déjà. Il y a peut-être des vaccins en cours de développement, des vaccins sous-cutanés, mais notre recommandation aujourd'hui est de vacciner tout le monde parce que nous n'avons pas d'autres données sur de futurs vaccins. Vous savez, d'après mon expérience ici de vaccination de patients hémophiles, ces patients ont reçu le vaccin de façon intramusculaire et sans avoir de problème de saignement. Si l'on regarde la quantité de liquide qui est infecté, c'est vraiment une quantité minime. Et donc, moi, je ne suis pas très inquiet par cela. On utilise une toute petite aiguille avec une quantité minime de fluide, donc je crois que ce n'est pas un problème majeur. On a reçu beaucoup de questions sur les complications. Sur les épisodes de saignement, mais je voudrais demander à mes collègues hémophiles de commenter. Est-ce que ces questions doivent être prises en compte au moment de choisir un vaccin? Miguel, allez-y. Miguel au micro, oui, tout à fait, comme cela a été dit par les autres intervenants. L'hémophilie n'est pas quelque chose qui va entraîner des complications. Tout le monde peut avoir des complications et l'hémophilie n'est pas un risque en elle-même, hein. Et cela dit, si un patient hémophile a des facteurs de risque, il peut bien sûr avoir une maladie grave, mais beaucoup de patients qui sont à l'hôpital
hein, qui sont parfois hémophiles, hein, mais ce sont des patients qui ont déjà des facteurs de risque comme une obésité ou autre. Donc, ces patients-là doivent être considérés comme étant des patients à risque, hein. Mais le fait d'être hémophile ne suffit pas comme facteur de risque, hein. Donc, il faut continuer à appliquer les directives qui ont été indiquées aujourd'hui, mais il faut accéder au vaccin. L'hémophilie n'est pas un facteur de risque concernant le développement d'une infection grave dans le cadre du COVID. Bien, il y a eu des questions portant sur d'autres points qui vont être difficiles, hein, auxquels nous allons avoir du mal à répondre, je veux dire, hein. Combien de temps laisser entre la première injection et le rappel, et cetera, hein. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des conseils dans ce domaine? Johnny au micro. Mon impression serait que, et je crois que vous l'avez aussi dit, hein, ce virus va rester avec nous pendant longtemps, exactement comme le virus de la grippe en général. Donc, moi, je dirais qu'il faut vraiment et continuer ce processus de vaccination et cela de manière régulière, continuer à se vacciner comme on le fait avec la grippe, hein, en général. On n'a pas de données concernant la durée de protection du vaccin. On sait que les personnes vont perdre leur immunité. Ce sont des données qui sont apparues aussi par rapport au variant P1. On a dit que les gens pouvaient se réinfecter avec ce variant, hein, même si ces personnes avaient été exposées récemment au virus. Donc, ce sont des questions qui sont difficiles encore, auxquelles encore il est difficile à répondre. En fonction des données que nous allons recueillir, nous pourrons y répondre plus facilement. Et la deuxième question concernant le rappel, la deuxième injection, 15 jours, combien de temps laisser passer entre les 2 piqûres? Je dirais que 2 semaines, c'est bien, hein. Voyons maintenant une question peut-être pour Johan. Où en sommes-nous, concernant la vaccination des enfants? Quand est-ce qu'on va commencer à vacciner les enfants? Eh bien, je dirais que c'est une réponse qui va être, applicable aux autres questions que nous avons. Il est difficile pour le moment de vous donner une réponse finale tant qu'on n'a pas les données scientifiques spécifiques qui soutiennent ces réponses. Je dirais qu'il y a de plus en plus d'études qui ont commencé à inclure des enfants, mais il nous faut voir comment cela termine, quelles sont les conclusions de ces études, hein? Et si je me souviens bien, on a déjà fait une recherche sur les enfants, les adolescents à partir de 16 ans et donc le vaccin qui est actuellement sur le marché inclut ce groupe d'âge, hein, cette population, ce groupe d'âge, oui. Merci Glenn Pierce au micro. À propos du PEG, hein, de l'excipient PEG, les seuls vaccins qui, contiennent du PEG sont sont le vaccin Pfizer et Moderna. Et Pfizer contient aussi d'autres produits qui sont utilisés dans le cadre de l'hémophilie. Donc, si vous savez que vous avez une allergie par rapport à ce produit qui est aussi présent donc, dans des produits cosmétiques et dans certains traitements de l'hémophilie, vous ne devez pas donc recevoir ce vaccin parce que vous risquez d'avoir une allergie. Si ce n'est pas le cas, pas de problème. Aucune raison d'éviter ces 2 vaccins. Bien, il y a eu aussi des questions sur les effets associés au vaccin, hein. Je voudrais demander à nos intervenants leur opinion. Quand est-ce que vous avez vu des donc réactions liées au vaccin? De toute façon, lorsque on a, des personnes qui ont des réactions, avec le vaccin et
ces personnes, si elles avaient été malades et donc qu'elles aient été vaccinées ou pas, ces personnes étaient en risque. Donc, on ne sait pas si on a augmenté le risque avec le vaccin ou pas, puisque ce sont des personnes, hein, on va administrer le vaccin à ces personnes qui sont déjà des personnes très, très fragiles. Donc, en tenant compte de cela, je voudrais savoir quelles sont donc les dernières données, hein, et que l'on a reçu en Europe concernant ce nouveau vaccin qui est administré et les effets donc négatifs. Alors, Cédric au micro, oui, il y a eu 2 ou 3 cas de problèmes rapportés en Europe. Les choses sont analysées en ce moment. Comme vous l'avez dit clairement, le vaccin protège contre le virus, mais il ne protège pas contre toutes les autres maladies et les problèmes de santé qui peuvent surgir, hein, chez un grand nombre de personnes qui sont vaccinées. Donc, nous devons bien sûr savoir qu'en Europe, un demi-million de personnes meurent par jour euh, à cause de problèmes d'embolie, hein, donc il va y avoir des problèmes de caillots et je ne pense pas qu'il y ait vraiment une relation de cause à effet, hein, qui ait pu être éprouvée à ce stade entre le vaccin et les 2 ou 3 cas de décès que l'on a eu, hein. J'ai reçu des détails et un des patients avait une morbidité, de multiples morbidités, donc je ne comprends pas pourquoi on associe autant, hein, et le problème du vaccin et le problème de ces décès. Est-ce que je peux aussi commenter là-dessus? Yona au micro. Oui, pour donner un petit peu je voudrais vous donner la possibilité d'accéder aux données que nous avons à l'OMS. Nous savons qu'il y a des mesures de précaution qui doivent être appliquées et que certains pays ont décidé de les appliquer et ont suspendu donc certains lots de vaccins de certaines marques qui ne sont plus distribués. Et donc, pour certains lots de vaccins, on a fait cela. C'est une mesure de précaution qui a été prise et je pense qu'il est important de comprendre qu'il y a une autre agence médicale et notre comité médical de l'OMS qui ont analysé cette question et qui ont décidé que ce vaccin pouvait continuer à être administré. Donc, ce vaccin peut continuer à être administré pendant que des recherches et des analyses se font. De toute façon, le comité consultatif mondial a travaillé là-dessus, a analysé les différents signaux qui pourraient donc nous préoccuper concernant les vaccins contre le Covid et donc on analyse toutes les données dans ce sens et actuellement on est en train donc de faire ces travaux et dès qu'il y aura des résultats, ces résultats seront communiqués aux centres médicaux. Mais comme vous l'avez dit, la vaccination, dans le domaine de la vaccination, il est important de souligner que la vaccination reste quand même très importante et comme cela a été dit, la vaccination ne réduit pas les autres maladies parallèles que nos patients peuvent avoir, hein. Donc, les questions de comorbidité restent, mais en fonction des données que nous avons recueillies jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment de patients dont on peut dire avec des preuves qu'ils sont morts de problèmes de caillots à cause du vaccin contre le Covid. Et l'incidence, Radek au micro, hein, l'incidence des événements thrombotiques, si vous regardez pour les personnes qui ont été vaccinées jusqu'à maintenant avec ce vaccin, l'incidence n'est pas plus élevée que chez le public en général, si on fait le calcul. Donc, cela prouve vraiment que ce n'est pas lié, hein, Glenn Pierce au micro. Bien, en ce qui concerne les inhibiteurs, est-ce qu'il faut prendre des facteurs avant la vaccination? C'est quelque chose que nous avons regardé au niveau de la communauté, hein, donc hémophile, le risque d'inhibiteurs, pardon. Qui c'est qui voudrait répondre à cette question?
Je peux répondre à cette... Allez-y, Johnny, allez-y. Non, allez-y. J'allais seulement dire, Johnny, au micro, qu'il faut séparer notre approche hypothétique de tout cela dans le contexte des signes de danger qui peuvent surgir et de ce que la vaccination peut nous apporter. L'expérience pratique que nous avons au niveau de nos centres, selon leur perspective, les personnes développent des inhibiteurs en fonction de la vaccination et seulement. Oui, je suis tout à fait d'accord, dit Miguel. Une autre question qui a surgi concerne la possibilité de recevoir le vaccin pour les femmes enceintes et les problèmes de fertilité qui pourraient être liés au vaccin. Qui veut répondre à cette question? Yona, est-ce que vous voulez répondre à cette question du point de vue de l'OMS? Yona au micro. À mon avis, il n'y a aucune donnée qui nous permettrait de parler de problèmes de fertilité chez les femmes enceintes et autres problèmes de fertilité liés au vaccin. Johnny au micro. La plupart des études que j'ai vues excluent les femmes enceintes. Donc, je pense qu'on n'a pas exclu les femmes enceintes des recherches effectuées. Donc, on n'a pas vraiment de données là-dessus. On ne peut pas fournir de données et de chiffres qui soutiendraient cette notion selon laquelle le vaccin donne lieu à une perte de fertilité. Miguel au micro. Cela dit, je pense que l'on vaccine des femmes enceintes quand même. On n'a pas beaucoup de données dans ce sens, mais je dirais qu'actuellement, les femmes enceintes sont vaccinées et je crois que des études vont commencer à analyser cet aspect aussi de la vaccination chez les femmes enceintes. Glenn Pierce au micro, une question pour Yona, destinée à Yona. Et concernant le vaccin dans chaque pays, puisqu'on a un pays qui utilise un vaccin, un autre pays qui utilise un autre vaccin différent. Je sais que c'est compliqué, mais est-ce que vous pourriez nous donner une petite explication de la façon dont tout cela est surgi, pourquoi certains pays sélectionnent tel vaccin ou plusieurs vaccins auxquels leur population a accès. Il y en a au micro. Oui, je dirais que ce qui se passe, c'est qu'avec le COVAX, certains pays vont se porter candidat pour recevoir des vaccins en fonction du modèle et certains pays ont opté pour un modèle dans lequel ils vont faire un engagement financier lorsqu'ils s'inscrivent dans ce programme. Donc, ils vont recevoir la possibilité d'accepter ou pas, en fonction de la marque, certains vaccins. D'autres vont se porter candidat pour recevoir n'importe quel type de vaccin. C'est important de savoir pourquoi est-ce que j'ai parlé du processus de normes de contrôle de l'OMS. Tous ces vaccins sont passés par un contrôle concernant leur efficacité et la sûreté de ces vaccins. Donc, les produits qui sont distribués répondent à ces exigences. Ce qu'on peut dire, c'est que les pays doivent aussi remplir une demande de vaccin avec des préférences, s'ils le veulent. Par exemple, certains pays nous ont dit on aimerait des vaccins qui soient stockés à telle température. On ne veut pas de vaccins qui utilisent la génothérapie ou autre. Donc, toutes ces informations et tous ces détails sont fournis et sont recueillis à travers un outil de distribution des vaccins et il y a un lien dans la diapositive que je vous ai présentée aujourd'hui, dans une diapositive qui parle de cela, qui explique comment ce mécanisme et comment ce logiciel fonctionne. Ce que fait le logiciel, c'est qu'on essaye d'optimiser la demande du pays et ce qui est disponible. Et voilà, c'est comme cela que les produits sont distribués. Lorsque vous avons seulement un produit à distribuer, on n'a pas beaucoup le choix, hélas. Mais nous en sommes maintenant dans une
dans une situation dans laquelle nous avons des fournitures très limitées. Nous espérons qu'il y aura davantage de vaccins bientôt et qu'on aura la possibilité de choisir la marque et que toute cette distribution pourra être optimisée. Cédric, allez-y. Je voudrais dire que dans tous les centres de traitement de l'hémophilie, il y a une disponibilité limitée. Les patients qui ont le risque de développer une maladie de COVID avec des problèmes devraient demander à être vaccinés. C'est ce que l'on fait dans les centres. Pour le moment, nous avons un accès limité. On essaye de sélectionner vraiment les patients à risque et les patients pour lesquels les patients atteints d'hémophilie pour lesquels il y aurait des risques s'ils attrapaient le COVID. Pour reprendre mon commentaire précédent, l'accès aux vaccins ou les stratégies d'acquisition peuvent être influencées par le développement des variants du COVID, comme cela s'est produit déjà en Afrique du Sud. Nous avons dû interrompre la fourniture du vaccin AstraZeneca, puisque nous avons observé tout simplement que le variant ne répondait pas à la provision du vaccin. Donc, je crois que peut-être ce que les pays demandent est influencé par les variants qui circulent dans le pays en question. Oui, merci Johnny, c'est un point important effectivement. Et quel vaccin dois-je choisir? C'est la question que beaucoup se posent. Et alors, je crois que la première question, c'est le vaccin auquel j'ai accès. La première réponse. Alors, je veux revenir sur les femmes enceintes pour ne pas être mal interprétée. Je crois que la femme doit s'entretenir avec son médecin parce qu'il y a des données limitées là-dessus, mais il y a un facteur de risque, un profil de risque à définir entre la patiente et son médecin. Alors, dernière question peut-être pour vous, Iona. Alors, une personne peut être testée positive au COVID-19 à cause du vaccin. C'est une question. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que la vaccination peut entraîner un test positif? C'est pour Radek. Alors, il y a différents types de tests de COVID. Il y a les tests PCR qui vont détecter le matériel génétique du virus. Il y a les tests antigéniques qui vont détecter si le virus est effectivement répliqué dans votre organisme. Et puis, il y a les tests d'anticorps qui mesurent si vous avez été exposé au virus ou à un vaccin. Et effectivement, ce test, vous souhaitez que le test soit positif. D'ailleurs, on doit se faire tester après l'inoculation du vaccin. On fait justement le test anticorps pour vérifier l'efficacité du vaccin 5 semaines après la vaccination. Effectivement, ces personnes ont des anticorps présents à cause de la vaccination, parce que c'est l'idée justement d'avoir des anticorps qui se développent ensuite contre l'infection potentielle par le virus. Bien, donc si vous avez un test du PCR, qui est donc le test nasopharyngé, et vous avez été vacciné, est-ce qu'il y a un risque que cette vaccination vous donne un résultat positif? Non, je ne crois pas. Non, en l'occurrence, non. Si le virus n'a pas été administré par voie intranasale, donc ce n'est pas le cas. Alors, je voulais ajouter quelque chose. Si le vaccin est délivré de façon intramusculaire,
Alors, c'est vrai on parle de développer des vaccins avec un autre mode d'injection, peut-être intranasal, et donc nous aurons peut-être ces problèmes ultérieurement, mais ce n'est pas encore le cas. Alors, je crois que nous avons couvert la plupart des questions qui ont été posées. Je crois que notre audience, notre public a posé d'excellentes questions. J'espère que nous avons pu y répondre de manière satisfaisante, que nous avons toutes couvertes. Je voudrais remercier donc nos panélistes pour leur formidable présentation et pour également leurs questions précises et rapides à l'ensemble de nos questions. J'en terminerai là. Je vous souhaite à tous une bonne journée.